Bien, bonsoir, bonsoir à tous, chers confrères, chères consoeurs, chers amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver donc pour ce rendez-vous de notre webinaire, notre rendez-vous mensuel. Maintenant, ça fait une bonne année qu'on a mis en place ces rendez-vous et c'est toujours aussi intéressant de pouvoir avoir des invités qui acceptent de ce petit jeu de questions-réponses. Donc moi, je suis le docteur Thierry Lachkar, je suis le conseiller scientifique du laboratoire Cronseram et je vais donc ce soir animer ce webinaire et je suis très très heureux de pouvoir l'animer avec David Claudel qui est donc le maître prothésiste du laboratoire justement Cronseram. Bon, David, donc bonsoir et merci bonsoir. d'avoir accepté de cette invitation. On a 45 minutes ce soir ensemble pour relever un grand défi, hein, je préfère te le dire, le défi qui D'accord, la va être, pression. qui va être en fait le principe de ce webinaire, c'est nous les dentistes, toutes les questions qu'on a toujours voulu poser aux prothésistes, c'est-à-dire on veut savoir qu'est-ce qui se passe du côté du laboratoire, pourquoi du côté du laboratoire vous avez réalisé un travail et arrivé en bouche, on a des échecs. Alors on va reprendre tous ces éléments-là, mais ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est pourquoi la couronne ne rentre pas, pourquoi les points de contact ne sont pas là, pourquoi on a une fracture d'un onlay, par exemple, quelques jours, ou même au moment de la pause, on peut avoir une fracture. Pourquoi finalement les limites ne correspondent pas à nos limites de préparation. Pourquoi l'occlusion, ce n'est pas du tout l'occlusion qu'on avait définie. Pourquoi la couronne arrive parfaitement en place, mais elle est en totale sous-occlusion ou sur-occlusion. Et on se pose, David, aujourd'hui ces questions d'une manière, j'ai envie de dire, d'autant plus pertinente que la technologie, le flux numérique en particulier, nous amène à une précision de quelques dizaines de microns, nous, dans notre cabinet, directement avec l'empreinte, et toi, enfin, chez vous au laboratoire, les laboratoires de prothèses, bon, Cronseram est un exemple dans la matière, ce sont devenus j'ai envie de dire, des centres d'ingénierie, quelque part, c'est de l'ingénierie prothétique plus que de la prothèse, on a changé totalement de métier, ce sont des ingénieurs, tu pourras peut-être nous en parler aussi également, comment le métier de prothésiste a évolué ces 15-20 dernières années, et finalement, les machines-outils, la précision, les usineuses nous donnent un travail qui est censé, en tout cas, qui devrait être parfait. Et pourtant, pour ceux qui sont sur le flux numérique complet, c'est-à-dire qui prennent l'empreinte numérique au, au fauteuil traditionnel, parce qu'une fois qu'elle est envoyée au laboratoire Cronseram, vous allez la numériser et donc vous allez retravailler sur le numérique. Qu'est-ce qui fait que finalement, on a encore ces échecs-là? Donc, c'est un petit peu tous ces sujets que je souhaiterais balayer avec toi. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté de prendre de ton temps après cette journée de travail, parce que je sais que tu t'es levé tôt ce matin, que tu as commencé tôt ton boulot, et tu as accepté donc de préparer ces questions. Vous, les praticiens qui êtes aujourd'hui connectés, n'hésitez pas, vous connaissez le mode de fonctionnement de Zoom, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par écrit. Je les retransmettrai immédiatement à David, de manière à ce qu'on puisse avoir un échange. L'objectif est une interaction, des échanges, une question, des réponses. On essaie d'aller assez vite dans les réponses pour pouvoir justement évoquer le plus grand nombre de questions parce qu'on en a plein. On va se concentrer, hein, David, sur la prothèse conjointe, si tu veux bien, parce que la prothèse adjointe, c'est un autre sujet. On va se concentrer sur la prothèse conjointe, on va se concentrer sur les couronnes et sur les îles essentiellement. Et puis, je pense que nous referons dans quelques mois ce même concept parce qu'il y a beaucoup d'inscrits, donc ça plaît beaucoup, également sur la prothèse adjointe. Ouais, c'est prévu. Voilà, C'est prévu. L'adjointe, c'est aussi un vaste sujet et on a beaucoup à dire aussi. voilà, ok, très bien. Alors, euh, un petit mot peut-être pour te présenter quand même, David, parce que bon, tu es donc maître prothésiste, Mhm. en Ouais, prothèse, pardon. en particulier en prothèse sur implant. Tu as, tu as une bonne formation au départ et tu as une expérience aujourd'hui de plus d'une vingtaine d'années, hein, si je ne me trompe pas, dans la prothèse. Donc, Oui. tu es en charge du service qualité en particulier chez Cronseram. Donc, tu es véritablement aussi là sur les postes de vérification
bon, on sait que ce n'est pas toujours facile, mais surtout en période de Covid avec les problèmes de personnel. Mais enfin, je sais que vous faites un travail exceptionnel à la production pour essayer justement de respecter les délais et de respecter aussi la qualité, qui est vraiment le maître mot, justement. Respecter et essayer de progresser en qualité. Nous, on essaye au quotidien de prendre acte de nos erreurs, hein. De toute façon, chaque travail où il y a eu un échec chez Krohn est analysé qui nous revient, pour savoir essayer de comprendre quelle est l'origine de la problématique. On rentre ça dans un logiciel et on essaie d'en sortir des causes principales et essayer de mettre en place des plans d'action correctifs, et on essaie de s'améliorer chaque jour, mais c'est un travail de longue haleine, hein, effectivement, hein. Absolument. Alors, on va commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si tu le veux bien. On va commencer par l'empreinte, parce que chez nous, ça commence par une empreinte, hein, quelque part. Donc, l'empreinte. Et on va séparer un petit peu l'empreinte numérique et l'empreinte physique. Je te propose de commencer par l'empreinte numérique. Ma première question, elle est un petit peu simple, mais peut-être idiote, mais j'ai envie de dire, c'est quoi pour toi, prothésiste, une empreinte numérique réussie? C'est-à-dire, tu vois une empreinte là, elle est numérique, qu'est-ce qui fait que cette empreinte, elle est réussie ou pas réussie? Déjà, une empreinte complète, enfin complète, je n'entends pas dans sa globalité d'enregistrement, mais c'est-à-dire que sans trou, parce qu'on reçoit beaucoup d'empreintes optiques où il y a des trous un peu partout. Alors, on peut en corriger une partie, on peut réparer, mais après, tout dépend d'où se situent ces trous. Quand on a des manques pas loin des limites ou quoi que ce soit, ça commence à être compliqué. Donc attention, déjà à ce niveau-là, vous avez le moyen, avant de nous l'envoyer, de pouvoir visualiser votre envoi, et ça, c'est déjà primordial pour nous. Bien sûr, l'enregistrement des limites en empreinte optique, attention, parce qu'on n'est pas comme sur une empreinte physique. Une empreinte physique, vous avez quand même une action des matériaux, une action physique du matériau lors de l'enregistrement de la limite. Donc, ça va pousser un peu les tissus mous, écarter un peu les limites. En empreinte optique, non. Donc, attention aux tailles qui sont très profondes sous-gingivales, elles sont dures à enregistrer. Et du coup, souvent, chez nous, c'est des manques. Même sur un trio, par exemple, une empreinte couleur, ça commence à se confondre quand c'est au fond, parce qu'entre la dyschromie des préparations, la gencive qui est des fois un peu claire, et du coup, on s'y perd. Donc, il faut quand même, pour moi, des tailles, si possible, relativement Gingival, ou très légèrement sous-gingivale. Un supra, parodonte un peu idéalement. ouvert, si on peut mettre un expasile ou quelque chose comme ça pour mettre en évidence la limite, ça nous aide grandement déjà dans la lecture de la limite. Il y a aussi, Alors, attends, sur la plupart des systèmes… Pardon, Thierry, oui. Excuse-moi, juste la limite, comme c'est important, c'est un point qui est important justement dans la limite de nos préparations. Un congé, pas d'épaulement, on est d'accord? Si possible. Aujourd'hui, pour les matériaux, il vaut mieux travailler dans des choses arrondies et pas trop vifs, quoi. C'est pareil, des tailles en lame de couteau, si on a la lisibilité, on pourra réaliser. Mais attention, avec les matériaux modernes, on risque très vite d'avoir du surcontour, et ce n'est pas ce qu'on recherche, hein. C'est souvent aussi un problème. Je veux dire, un matériau comme la zircone, aujourd'hui, on ne peut pas le finir aussi fin parce qu'on avait eu une question là, justement, qui nous était parvenue en amont du webinaire sur les VertiPrep. Oui. Alors, les VertiPrep, oui, on nous demandait si c'était lisible par empreinte optique. Je dirais que dans l'absolu, oui, si à partir du moment où elle est matérialisée, qu'elle est souvent, ça c'est juxtagingival, on devrait pouvoir arriver à la lire. Mais attention, parce que ce type de réalisation, c'est quand même un concept de taille qui date, moi je n'étais pas né, je pense, des années 50-70 à peu près. Et aujourd'hui, je pense que c'était des tailles qui étaient bien adaptées quand on faisait des finitions or, avec un brunissoir, qu'on venait vraiment bien faire un joint. Aujourd'hui, des matériaux comme la zircone, si on finit sur une VertiPrep, on va être en surcontour. Enfin, je ne vois pas comment y arriver autrement. Mais dans la lisibilité, oui, c'est faisable. Après, c'est des anciens concepts de taille, mais aujourd'hui, le congé, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Un beau congé périphérique. Un congé périphérique, juxtagingival ou supragingival sur les dents postérieures, il n'y a pas de raison de ne pas faire du supragingival, on est d'accord, surtout qu'avec la zircone. Après, ça dépend, ouais, mais au moins juxta, quoi. Au moins juxta. Très légèrement gingival, tout dépend aussi, il ne faut pas qu'il y ait de retour de gencive. Ça, on l'a souvent. Oui. Des petits lambeaux de gencive, tac, qui reviennent sur la limite. Alors,
Nous, on fait des captures d'écran, on va contacter le praticien, il nous dit oui, mais lisser un peu. Mais oui, on va lisser, on a un outil de lissage, on peut enlever un peu de matière, mais en termes de précision, ça restera aléatoire. Oui. C'est très difficile, c'est pas, on ne se rend pas compte, mais l'empreinte optique, elle est pas physique en soi. C'est-à-dire qu'aller prendre une souris avec un lisseur et enlever de la matière, on n'est pas comme sur un modèle physique où on a une petite bulle salivaire, qu'on va prendre une petite fraise, tac, on a le contrôle. C'est pas pareil. C'est vraiment la perception, elle est différente. C'est faisable, Ouais. tout est faisable, mais ça reste plus délicat. Et c'est une source d'imprécision. Oui, tout à fait. Et en ce qui concerne le fluide salivaire, voire même le saignement, Oui, toi, tu le vois tout de suite au laboratoire quand une empreinte numérique ouais, arrive oui, on le voit. On arrive à le voir, quoi. Après, les caméras, aujourd'hui, elles ont la possibilité, on peut reprendre, quoi. Je veux dire, il y a possibilité, si on a un patient qui saigne beaucoup, on peut enregistrer le reste et après effacer la partie de la PrEP, repasser juste cette zone-là et avoir la précision quasiment instantanée. On sèche, tac, et on enregistre. On a les outils pour le faire. Après, oui, effectivement, hein, s'il y a de la salive ou du sang, c'est très difficile de lire une limite avec précision, quoi. Oui, on recommande en général dans nos formations pour les empreintes d'utiliser les produits du type Expasil parce que c'est vrai qu'ils font quand même une ouverture du sulcus sans agresser le parodonte, donc c'est important. Bien Mhm. sûr, le fil est toujours une méthode efficace. On peut même laisser un fil double zéro au fond du sulcus. Et ça permet également d'avoir une bonne hémostase, donc finalement de pouvoir avoir une lecture. C'est vrai aussi ce que tu dis, c'est un élément important, c'est qu'au moment où on fait l'empreinte optique, nous, on a tendance à commencer par la dent qu'on a préparée. C'est une erreur. On pourrait très bien commencer par l'autre côté de l'arcade, et puis on arrive après sur la préparation, parce que finalement, on pourra sécher à la dernière minute Oui, et on peut on sera reprendre peut-être des moins gêné. segments qui étaient incomplets. Mhm. Ouais, ouais. Et dans l'empreinte optique, comme d'ailleurs dans l'empreinte physique, on va en reparler après de physique, mais la recommandation au niveau du laboratoire, même sur une dent postérieure, c'est faire une empreinte globale ou une hémi-arcade, c'est que ça peut suffire. Comment au niveau du laboratoire tu le vis, ça? Moi, je suis partagé. Une empreinte, bien sûr, il est toujours plus facile enfin, pour un praticien de rester plus court quand on a une 6 à faire. Et OK, on peut enregistrer un tout petit peu de chaque côté. On va juste chercher la 7, on va chercher jusqu'au prémolaire. On va dire OK, ça nous permet de nous de gérer quoi? Admettons qu'elle soit parfaite au niveau de l'enregistrement. On va gérer l'occlusion statique, les points de contact, les limites. Après, tout ce qui est occlusion dynamique, on ne va pas pouvoir le faire, puisqu'on n'aura pas de toute façon, on n'aura pas le côté non travaillant, on n'aura pas ce genre de choses. Donc ça reste un réglage qui est basique, je dirais. Après, attention, Standard. et on perd aussi en visuel. C'est surtout là important dans les antérieurs. On a aussi des cas, ça nous arrive, où un praticien va nous demander par exemple de faire une canine. Alors ça, c'est un peu un problème, une canine ou une latérale, et qui n'enregistre que les mi-arcades. Mais du coup, pour nous, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le visuel déjà d'ensemble du sourire. On ne voit pas comment ça se veut. Il faut faire la symétrie, par exemple, avec une douce. Si on n'a pas l'autre côté, c'est un peu délicat d'harmoniser le sourire. Une canine, c'est d'autant plus problématique. On sait que c'est un pilier de l'occlusion. Du coup, on va se baser un peu sur la lecture de l'existant. On va faire, s'il y a des zones d'abrasion, on va éviter de faire une protection canine, on va faire une fonction de groupe. Mais c'est pas évident vraiment d'harmoniser ce sourire si on a des enregistrements qui sont trop réduits. Tu seras d'accord avec moi pour dire, d'une manière générale, si on veut résumer un petit peu ce débat, hémi-arcade, pas hémi-arcade, encore une fois, on est toujours dans le numérique. Jusqu'au prémolaire inclus, pour une unitaire, on ne se pose pas la question, on fait une arcade complète parce qu'une 4, une 5 et une dent antérieure à fortiori, une canine pour l'occlusion, c'est une évidence, on est obligé de faire l'empreinte globale parce que vous, au laboratoire, vous êtes obligé d'avoir tous les éléments qui puissent justement faire que la prothèse s'intègre. Quand on est sur une dent unitaire, une couronne ou un onlay, fortiori peut-être un onlay, sur une dent postérieure, où nous, en tant que praticiens, on juge qu'au niveau de l'occlusion, il y a des paramètres assez standards, on peut éventuellement, dans certains cas, se contenter d'une demi-arcade. Mais j'ai presque envie de te dire, à quoi bon? Parce que quand on fait une empreinte numérique, c'est pas vraiment une perte. Enfin, on va gagner quoi? 1 minute 30. Enfin, je veux dire, c'est Oui, pas.
ça va pas, c'est pas difficile. Tu vois, quand on fait une empreinte physique, et ça va me permet de parler des physiques après, je peux te dire, David, qu'il y a des cas où c'est difficile une empreinte physique. Ah, C'est mais oui, difficile mais pour le même pour les patient. patients, il y a des patients pour qui c'est pas évident. Et ça, on a, Ah, nous, on peut l'entendre, il n'y a aucun problème. Enfin, on n'est pas au c'est fauteuil. ça. Et c'est pour ça que c'est bien d'en échanger. Mais bien sûr, on le sait, hein, il y a des patients qui sont nauséeux, des patients qui, il faut aller le plus vite Ils possible. n'arrivent Ça, on le pas. sait. Ils n'arrivent pas. Au bout de 2 minutes, ils sont en panique, ils sont avec le porte-empreinte global. Et quand on fait une Mm. empreinte, une hémi-arcade, ils sont beaucoup plus confortables. Mais on va parler justement de la physique. Mais disons, pour terminer sur l'empreinte numérique, Oui, pour toi au laboratoire, quand tu reçois une empreinte numérique qui pose un problème, donc oui. qui finalement va faire qu'il va y avoir un problème, il y a de fortes chances au niveau en bouche, c'est quand ton empreinte, elle est, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas bien passé notre scanner, c'est-à-dire qu'il y a des manques. Donc ça, c'est très important de bien faire attention à ce que l'empreinte soit parfaite, tissu dur, Mm. mou, etc. D'accord. Deuxièmement, de mettre en place autant que possible l'arcade globale haut et bas, de manière à ce que tu puisses avoir tous les éléments et sur le Oui. plan esthétique, et sur le plan fonctionnel. Et troisièmement, faire en sorte que notre empreinte numérique, au moment où on prend l'occlusion, de Mm. mettre notre patient bien sûr en position assise et de bien enregistrer l'occlusion pour que justement tu puisses après matcher et retrouver sur tes logiciels. Mais justement, au niveau de l'occlusion, en empreinte optique, on rencontre souvent les fichiers, quand ils nous arrivent, eh ben les arcades, elles ne sont pas bien en occlusion. Des fois, les modèles s'interpénètrent un peu ou ils sont croisés. Alors, ça peut être dans la transmission de fichiers. Ou... Là, il faut aussi comprendre. Si nous, on remarque ça à l'écran, ce n'est pas comme deux empreintes physiques, deux empreintes en plâtre. Je prends deux modèles, je les mets ensemble. Hop, j'arrive à ressentir, Ouais. j'ai la perception de l'engrainement. Je me dis, tac, là, on est calé. Ouais. Quand j'ai deux empreintes numériques, on est vraiment sur c'est informatique. Je veux dire on va essayer, on peut bouger un peu les empreintes ensemble et essayer de regarder qu'elles ne s'interpénètrent pas, essayer de retrouver. Mais on n'a pas de perception physique. Donc, du coup, si on a vraiment des doutes, nous, ça nous arrive, on ne design pas la couronne, on produit les modèles, on les remet en occlusion et on rescanne l'occlusion et on vient matcher les modèles ensemble pour avoir cette perception physique. Mais ça, encore une fois, on peut le faire si les arcades sont d'assez grande portée pour arriver à avoir un calage. Si maintenant il y a une 6, une 7 à faire et qu'on nous a enregistré que les deux prémolaires avant, impossible d'aller caler l'occlusion. On n'arrivera pas. Si on a l'arcade complète, oui, on va pouvoir le faire. Et ça aussi, c'est important. Donc, un autre avantage à prendre un enregistrement plus long, parce que pour nous, ça nous permet de réoccluser au besoin les modèles et de valider une occlusion. Sinon, ça, c'est aussi des échecs qu'on a parfois. Alors David, quand nous, on a une couronne, Oui. j'essaie ma couronne, je la mets en place, elle est aux limites, j'essaie les points de contact, ils sont parfaits. J'essaie l'occlusion sur. C'est quoi? C'est qu'on a mal pris l'occlusion au départ? C'est difficile à dire. Je veux dire, là, il faudrait pousser un peu plus loin. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend de l'enregistrement. Si il y a une arcade complète, je dirais qu'on est dans un édentement encastré, il n'y a pas de raison qu'il y ait un échec d'occlusion. Je veux dire, ou alors, ça peut être une erreur du laboratoire. On fait des erreurs aussi. Il n'y a pas de problème. Parce que normalement, nous, l'occlusion qui est enregistrée avec la caméra optique, elle est validée par le logiciel. Derrière, nous, on vient placer un support d'articulateur qui va venir enregistrer cette position. Moi, chaque technicien qui travaille, il a un petit articulateur comme ça. C'est plus proche d'un occluseur, si on veut, mais il le met derrière et les modèles, ils restituent l'occlusion qui a été enregistrée numériquement. Donc, normalement, elle est respectée. Sauf si on a besoin, nous, de la modifier. Et dans ce cas-là, effectivement, un enregistrement global est beaucoup plus important, quoi. Et pensez bien, chers confrères, quand vous faites votre empreinte, de remettre le patient en position assise pour pouvoir enregistrer l'occlusion. Parce que trop souvent, nombreux sont ceux qui continuent à prendre l'occlusion, le patient allongé, et on le sait très bien, la position n'est plus du tout la même. Au total, le laboratoire, on l'a compris, ils vont faire avec les éléments qu'on va leur envoyer, et nous, on va récupérer une couronne qui va être en place. Ce n'est pas un point de limite, elle est en place, mais par contre, elle est en surocclusion, parce que notre occlusion qu'on a transmise, au départ, elle n'était pas bonne, et ça, on n'a aucun moyen de vérifier. Alors, merci pour ces belles précisions sur l'empreinte numérique. Je voudrais qu'on passe maintenant à l'empreinte physique, l'empreinte traditionnelle, parce que même si je sais qu'aujourd'hui,
je crois que c'est 50% ou 60% des Mais empreintes. presque, on arrive, on se rapproche bientôt de l'équilibre. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quasiment autant d'empreintes physiques que numériques qui arrivent au laboratoire Cron-Serra. Donc, c'est pour dire l'importance du numérique aujourd'hui. Puis, de toute façon, je pense que d'après les statistiques, dans 2-3 ans, c'est du 80-20. On va passer vraiment à 80% numérique. Il y a quand même encore, bien sûr, des empreintes statiques et il y en aura physiques et il y en aura toujours. Alors, il y a cette question, David, il faut que tu m'expliques cette fameuse question qui est, voilà, on fait une empreinte et on a le protéiste qui nous appelle et qui dit, ouais, mais vous avez du tirage. D'abord, c'est quoi le tirage? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on a du tirage? Voilà. Est-ce que tu saurais me répondre à ça? Alors, c'est quoi le tirage? Qu'est-ce que toi, tu appelles par… Reprenons le jeu de départ. Qu'est-ce que toi, en tant que prothésiste, j'entends, comment vous matérialisez le tirage sur une empreinte? On le voit à différents endroits. On peut déjà le voir des fois, on le voit simplement en regardant l'empreinte. On le voit au niveau des limites. On voit qu'il y a une déformation. Donc ça, on peut le voir. Après, on le voit aussi quand le modèle est coulé, sur le modèle physique. On voit que les dents sont déformées, elles sont allongées comme ça. On voit qu'il y a une déformation de l'empreinte ou des faces occlusales, des fois, qui sont dédoublées. Et du coup, ça perturbe l'occlusion, ça perturbe la vision anatomique des dents environnantes. Et du coup, ouais, c'est des paramètres qui peuvent être source d'erreur aussi et d'échecs. D'accord. Alors, nous, les tirages… Alors, nous, ce qu'on nous dit dans les tirages, c'est, bon, bien sûr, respecter le protocole de manipulation des silicones. Donc, c'est-à-dire, il y a un temps qui est incompressible, qui ne faut pas attention. Ça nous arrive des fois où les silicones ne sont pas pris, ouais, c'est encore tout collant. Ça nous arrive de temps en temps. Ouais. Ça peut être aussi un problème de l'eau, hein, tout simplement. Ça peut être aussi un problème de l'eau, absolument. Ça peut être aussi un problème, c'est tout bête, on le sait, mais quand on utilise une cartouche neuve de light, eh bien, il faut d'abord faire passer une partie du produit à côté et après le mettre en bouche parce que les premiers millilitres du produit ne se mélangent pas bien dans le bouchon mélangeur, donc dans le truc mélangeur. Donc, du coup, ça nous donne une prise ralentie ou mauvaise. Utiliser des produits, des silicones de qualité avec des marques référentielles. Ça, c'est quand même important. Et puis, alors, cette question sur la technique de l'empreinte, je ne sais pas si tu peux nous répondre, mais entre une wash technique et un double mélange, est-ce que toi, tu as une préférence ou c'est aussi une question qui nous est revenue? Qu'est-ce qui est mieux, le double mélange ou la wash technique? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Moi, ce que je pourrais répondre… En 2 temps ou en 1 temps? Pardon? Je disais en 2 temps ou en 1 temps? L'empreinte en 2 temps. Je dirais que les deux techniques sont bonnes, mais elles ne sont pas adaptées forcément à toutes les situations. Moi, mon avis, qui n'engage que moi, je pense qu'un double mélange est bien surtout des empreintes qui sont avec des tailles justement qui seraient assez juxtagingivales et pas trop sous-gingivales. Quand il faut aller chercher des limites un peu plus profondes, qui sont un peu plus délicates à enregistrer, une wash technique serait meilleure. Le problème de la wash technique, et là où on a des échecs, je pense, c'est qu'elle n'est pas forcément réalisée de manière conventionnelle. Une wash technique, normalement, comme tu l'as dit, elle est faite en 2 temps, mais il faut surtout qu'on réalise bien des canaux d'éviction, que ça soit bien retiré, il faut que ça soit bien remis en place, mais il faut surtout laisser la place au matériau, au light, de se replacer. Le problème, c'est que si on ne le fait pas, et je pense que c'est souvent aussi une source d'échec, on prend l'empreinte au lourd, ok, on ne fait pas de canaux d'éviction, on n'enlève pas assez. On prend le light, on replace tout en position. Qu'est-ce qui va se passer? Le lourd, il est compressible. Donc, le light, il va venir appuyer sur le lourd, il va le déformer, il va enregistrer la limite, ok, on retire l'empreinte et bouf, le lourd, il reprend sa place et on se retrouve avec un moignon qui va être en réel sous-dimensionné et une empreinte qui va être adaptée sur le modèle et en bouche. Ah oui, il va manquer quelques dixièmes en bas, il ne va pas rentrer. Alors oui, dans un petit labo à l'époque, le petit laboratoire, il avait 4-5 clients, 10 clients, il les connaissait par cœur, il savait que pour ce client-là, il travaillait comme ça, il allait mettre 10 couches de dye spacer, il allait compenser. Ouais, c'est beaucoup moins évident chez nous. On peut faire varier les paramètres. On a des paramètres qui varient d'espace ciment entre léger, moyen et large. Oui. Mais après, on a donc ça qui s'indique sur les préférences clients. Mais je pense que c'est une des sources d'échec.
c'est que, pour te répondre, donc, du coup, il n'y a pas forcément de mauvaises techniques, si tu veux. Il y a des techniques plus ou moins adaptées à telle situation et il y a surtout une mise en œuvre qui doit être faite correctement, quoi. Après, je sais qu'il y a des praticiens qui plébiscitent plus une technique que l'autre parce que ça leur permet de travailler seuls ou ils ont moins besoin d'une assistante. Et donc, du coup, ça peut être aussi Oui, un oui, choix. bien sûr, c'est un paramètre. C'est un Mais il paramètre. faut faire attention à la situation clinique, plutôt s'adapter à la situation clinique que procéder par habitude et faire la technique, pas un mélange des techniques, la faire correctement, quoi. Voilà, c'est mon avis Alors, personnel. ouais, merci. Merci. Alors, moi, personnellement, je suis très à l'aise avec la watch technique. Bon, je fais mes canaux d'éviction, etc. Mais là, je te pose une question personnelle. Moi, j'aime bien sur les dents postérieures, tu vois, sur les 6 ou 7 du haut, Mhm, ou du bas, enfin, sur les dents postérieures, j'aime bien faire une dent unitaire, hein, j'aime bien faire juste, tu sais, une empreinte en occlusion avec ce qu'on appelle un bas et mhm. un porte Une un bas sectorielle, ouais. Mhm, une sectorielle, et on fait donc mordre le patient au même moment, ce qui fait que ça permet d'avoir et l'occlusion et une compression suffisante pour que justement on puisse avoir un enregistrement. Et voilà, moi je trouve, je suis très à l'aise avec cette technique-là. Euh, maintenant est-ce que c'est une technique qu'on peut recommander ou quelle est la limite de cette technique-là? À quel niveau on a compris que pas pour une canine, ça je suis d'accord avec toi. Tu ne mais peux la pas faire ça limite, pour une canine. je vais toujours revenir à la même chose, la limite est la portée. En fin de compte, attention, je veux dire, dans cette technique-là, sur un édentement encastré, oui, parce qu'à la rigueur, parce qu'on va avoir un calage et en mésial et en distal, en occlusion. Mais quand tu es dans un édentement libre, ça devient plus délicat parce que les modèles, pour les caler, on a tendance, on ne peut pas mettre ça en articulateur, vraiment, hein. On a une petite axe charnière qui n'est pas forcément rigide, plein. Quand le technicien, où on va scanner les modèles avec une pince pour les maintenir en occlusion, on appuie un peu, on va mettre un peu les modèles en compression ou au réglage d'occlusion en céramique, c'est pareil, on peut avoir des erreurs d'occlusion. Je pense qu'en édentement libre, c'est moins adapté. Moi, les Ouais. consignes au laboratoire, elles sont simples, hein. Édentement libre, si c'est un modèle arcade, c'est mis en articulateur. Systématiquement, c'est mis en articulateur. Donc, c'est parce qu'on sait que c'est sur ces occlusions-là qu'on peut avoir des dérives. Et en empreinte sectorielle, je pense que ce n'est pas adapté, pour moi. Ok. En Bon, je te encastré, oui. remercie. En libre, Oui, non. c'est clair, c'est clair, c'est clair. On voit les limites et encore une fois, bon, il y a bien sûr les habitudes du praticien, mais il y a aussi, voilà, aussi des mauvaises habitudes. On comprend pourquoi ça ne marche pas. Je voudrais qu'on parle 2 minutes des onlets. Qu'est-ce que tu peux répondre à un praticien qui va nous dire que voilà, il y a des fractures d'innés au moment de la pause, je mets mon inné, tac, je le scelle et je le colle, pardon. Je Mhm. sais, enfin, voilà. Un IMAX comme un nez composite, hein, peu importe le matériau, ou pas, d'ailleurs, peut-être que tu as des indications par rapport à ça. Eh bien, là, on a une fracture de l'inné. Qu'est-ce Ben, que ça veut souvent, dire? les fractures, c'est souvent lié à la taille, j'entends. Enfin, c'est que souvent, quand on a des isthmes, des rétrécissements au milieu des préparations, et ça, c'est délicat parce qu'on se retrouve déjà avec deux masses de chaque côté, un très fort étranglement au milieu. Et ça, je pense que ce n'est pas évident. Mécaniquement, c'est difficile. C'est difficile pour nous aussi. L'IMAX, on la presse. C'est délicat des fois, les contraintes que ça met en démoulant, en travaillant dessus. Même nous, des fois, on est obligé de les refaire plusieurs fois parce que ça casse. À l'usinage, c'est pareil. Quand on usine et qu'on a ces rétrécissements, souvent, c'est compliqué à réaliser. Et je pense que des fois, on aimerait que les box ils soient un peu plus ouverts, les preps, et ça serait facilitant, quoi. Et voilà, quoi. Ça, c'est souvent un peu un Donc, problème. surtout la préparation et les isthmes, de bien faire attention C'est ça. à faire des isthmes larges, Mm. quitte à être un petit peu, on va dire, enfin, nous, on est un peu sous pression du minimal invasif, tu sais, donc on essaie de faire toujours Bien le sûr, moins ouais. possible. Mais après, il faut pas non plus, enfin, il faut qu'on arrive à être dans la limite de la réalisation d'une prothèse. Donc, bien faire attention à nos isthmes, je suis d'accord avec toi, et surtout l'histoire de masse. Ok, donc ça, c'est une bonne réponse. Oui, et puis on en discutait un peu ensemble aussi l'autre fois aussi, les préparations que j'appellerais un peu mixtes, où on voudrait faire un bridge, mais sans tailler, faire une taille corono-périphérique totale, on veut s'appuyer sur un inlay d'un côté. Là, il faut faire attention aux préparations aussi, parce que souvent, on est obligé d'appeler les praticiens en leur disant
attention, enfin, surtout sur des matériaux céramiques, sur un onlay métal, ça irait, mais parce que les préparations en proximal ne descendent pas assez. On reste assez haut sur la table occlusale et du coup, nous, ça nous fait une connexion qui est trop faible. Donc, techniquement, j'allais dire oui, je peux produire, mais surtout, c'est souvent des demandes sur des secteurs postérieurs, enfin, c'est toujours des demandes sur des secteurs postérieurs, où on a les charges occlusales majeures au niveau de la 6, on le sait, et là, ça nous renvoie à la casse. Et ça, ceci, il faut faire attention. Il faut assez ouvrir en proximal pour ce type de conception, quoi. On avait une question justement sur les matériaux par rapport à la Vita Dynamic, qui est un matériau qu'on fait beaucoup chez Princeram. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, en termes d'indication de la Vita Dynamic chez un patient qui bruxe? Et qu'est-ce que tu répondrais également sur l'indication d'une Vita Dynamic en prothèse sur implant? Alors, moi, c'est une céramique chargée en résine, en gros, hein. Donc, elle est un peu moins dure, un peu plus tolérante qu'une céramique traditionnelle. Pour les inlays, onlays, on a des très bons retours. On a vraiment des très bons retours de nos clients parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup moins dur que des matériaux céramiques, hein. On a aussi des demandes d'inlay en zircone, hein, mais du coup, c'est beaucoup plus tolérant. Donc ça, la perception du patient est très bonne. En implantaire, attention. Je veux dire, parce qu'en implantaire, il faut vraiment alors une très bonne gestion de l'occlusion. Ce n'est pas facile parce que c'est quand même un matériau qui aura une résistance un peu moindre quand même que des matériaux plus durs. Mais, et donc, c'est des occlusions qui sont dures à gérer. Là, on peut avoir de la casse. Ça nous arrive d'avoir des cas d'échecs. Les causes seraient à approfondir, hein, parce que est-ce que l'échec vient d'une mauvaise gestion de l'occlusion mais donc, ouais, en implantaire, attention, c'est faisable, attention. Mais en inlay, onlay ou en petite couronne, je trouve que c'est un bon produit. Ouais. Ouais, c'est un bon produit. Il a Qui allie… un bon résultat esthétique, il s'intègre bien. Absolument. Ouais. Absolument. Un bon mimétisme esthétique en bouche, c'est vrai que c'est un très bon produit. Et dans les inlay, c'est une très très belle indication. Voilà, après, c'est pas. L'onlay composite aussi a son indication, il a ses avantages différemment. Mais c'est vrai que la question se pose entre un IMAX et un Dynamic aujourd'hui. Mais les On a matériaux pas mal de… composites, un onlay composite, moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on le sait, au niveau clinique, il arrive souvent que, voilà, eh ben, on a voulu tailler un onlay, on a un pan résiduel qui était un peu fin, on arrive à avoir un petit éclat énamélaire, on arrive ou même, il y a eu un petit problème d'empreinte, on reçoit l'onlay, il y a un point de contact qui est un peu faible. Tout ça, ça peut se reprendre au compo fauteuil, et c'est génial, et ça se lit parfaitement. Absolument. Et ça, c'est un produit… Même après, si tu veux, quand on revoit nos patients, si tu veux, au bout d'un an, au bout de 2 ans, si le patient brûle ou quoi, il y a une petite usure composite. Voilà, ça se corrige très très facilement. Ça, c'est des produits, On ne peut pas effectivement, le qui ont faire leurs avec avantages. un… Comme tu dis, dynamique, c'est une céramique. Hein. Ce n'est pas un composite chargé, c'est une Oui, céramique. c'est une céramique ouais. Dans laquelle on a mis un peu de résine. Mais ça reste dans la catégorie des inlay céramiques. Tout à fait. David, je voudrais qu'on parle un petit peu esthétique. Oui. Esthétique, parce que d'abord, les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as été un prothésiste tu fais un peu moins, je crois, maintenant, mais encore mais tu as fait tu as reçu beaucoup de patients dans les cas de réhabilitation esthétique complexe, tu as fait beaucoup de stratification dans ta vie, tu connais bien l'esthétique, tu connais même très très bien l'esthétique, tu es vraiment un artiste au sens propre du terme là-dessus. Moi, je t'ai vu travailler, c'est incroyable. J'ai même… C'est un élément qui est important pour nous parce que c'est vrai que nous sommes dans nos cabinets. Une prise de teinte, elle peut être variable d'un endroit à l'autre, avec un patient à l'autre. Et puis finalement, on a du mal parfois à être reproductible. Et on a une couronne. Je ne parle pas forcément d'une 11. Hein, je veux dire, je ne parle pas d'un cas difficile. On peut parler d'une 24, on peut parler d'une 35, mais qui ne va plus du tout être la teinte qu'on avait imaginée. Alors, parlons simplement, sans rentrer dans un cas compliqué. Une couronne, encore une fois, on est sur les cas simples, une couronne unitaire, une full zircone sur une 36. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais demander au praticien de te transmettre comme information? Une 14, on va dire, une 36. Voilà, une 14, une IMAX sur une 14. Quelles sont les informations qui te paraisseraient essentielles
que nous, on te transmette pour que tu puisses nous faire un travail qui corresponde à notre souhait. Mais avant même cette question-là, de répondre à cette question-là, j'ai plusieurs fois des praticiens qui me demandent quel est le meilleur matériau pour avoir le meilleur rendu de teinte, en gros. Oui. Je leur dis toujours, attention, il n'y a pas de mauvais matériaux, il y a des matériaux adaptés ou pas à telle situation. Ça, c'est la première clé du résultat et de l'intégration. Tu as parlé d'une full zircone. Attention, si on a en sous-jacent un ancien faux moignon métallique, ça va être compliqué d'avoir la teinte, surtout si c'est un A1 qu'on recherche, quoi. Après, attention aussi à certains autres matériaux, genre l'IMAX. L'IMAX, c'est quand même un matériau qui est hyper joli. On l'utilise beaucoup en utilisant justement la teinte de ce qu'il y a sous-jacent pour essayer d'irradier la dent de l'intérieur et avoir un chroma naturel qui apparaisse dans la dent. Mais il peut avoir aussi le désavantage les inconvénients de son avantage. C'est-à-dire que s'il est translucide, il absorbe plus de lumière. Donc, pour avoir des rendus de teinte sur des dents, par exemple des B1 ultra lumineux sur des dents très jeunes, attention à l'IMAX parce qu'il peut absorber trop de lumière. Il aura la bonne teinte, parce que nous, on n'est pas bête non plus. On va utiliser le bon lingotin de la bonne teinte. Mais en bouche, il va paraître terne parce qu'il va absorber trop la lumière. Donc là, peut-être une zircone serait plus adaptée parce que la lumière va passer à travers, même CCZ, elle va taper l'armature, ça va renvoyer un peu de lumière. Et donc, du coup, la perception lumineuse va être beaucoup plus… l'intégration sera meilleure. Donc ça, c'est les premières choses, c'est le bon matériau par rapport à la bonne situation clinique. C'est ça, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est ça, Oui. ce que tu dis là, ça illustre ce côté parfois un peu grisonnant de l'IMAX sur les dents antérieures, un petit peu terne comme ça. On sent que ça manque de, tu vois, que ça manque de, ouais, d'animosité. Après, on peut jouer. Il y a des matériaux avec une opacité différente. Il y a de la haute opacité. Alors attention, là, j'ai un bout de lavabo. Si je prends du 0,1, enfin du ultra blanc en haute opacité, j'ai quelque chose vraiment de blanc-blanc, osseux, dense. C'est faisable. Mais quand on essaie de jouer sur des matériaux translucides, oui, ça peut être un travers. Ça absorbe la lumière, quoi. Donc, effectivement, oui, ça peut avoir cet effet-là. Voilà, okay. Donc moi, je ne peux pas répondre. J'ai pas de réponse toute faite par rapport au choix du matériau. Après, dans la prise de teinte, oui, c'est jamais facile. Mais déjà, pour nous, recevoir déjà à notre niveau, il est toujours favorable d'avoir, en plus de la teinte, une photo. Ça, c'est toujours un élément de qualité. Une photo avec l'échantillon de teinte. Parce que, attention, une simple photo en nous disant à côté, c'est du A3, on voit où on n'est pas loin du A3, ce n'est pas facile parce que déjà, l'appareil photo, il a une certaine balance de couleur. Mon écran, il a une autre balance de couleur. La restitution, elle n'est pas juste. Par contre, si la photo elle est prise avec l'échantillon du teintier A3 à côté, moi, ça me fait une référence stable. Parce que moi, l'échantillon A3, je l'ai aussi au laboratoire. Et moi, le technicien, il dit, ah ouais, par rapport à l'échantillon, je vois sur la photo, je suis un tout petit peu plus saturé, un peu moins, le dégradé il se situe là. C'est une bonne source de communication. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur, quoi. Pour moi, c'est… Dans la teinte, dans l'esthétique, on va aussi parler, bien entendu, de la morphologie et de la forme. Donc, j'imagine que l'empreinte d'étude, au départ, elle est fondamentale. Sur un bloc antérieur, oui, effectivement. Ça, on a beaucoup de demandes de reconstitution de blocs antérieurs complets de canine à canine où on n'a même pas la situation de départ. On ne sait pas. On reçoit directement l'empreinte avec les préparations. Du coup, c'est embêtant parce que, oui, alors on essaye de regarder un peu les dents mandibulaires et se dire, OK, c'est des dents qui sont plutôt triangulaires. Des fois, on a juste le nom du patient. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas l'âge, on ne sait pas… la situation de départ, elle nous donne quand même une indication. Je veux dire, si le praticien nous dit, OK, ça, c'était la situation initiale. Par rapport à ça, essayer de corriger un peu le milieu interincisif, l'axe, je veux plus de soutien labial. Enfin, ça nous donne quand même une base. Quand on part dans le vide, c'est un peu compliqué. Ça laisse beaucoup trop de liberté, malheureusement, on va dire aux prothésistes, de partir à côté, malheureusement, et de ne pas être juste, quoi. Et ça, quand on fait tout un travail antérieur et qu'on nous le renvoie avec une photo et qu'en bouche, il est comme ça, ouais, ça fait parce que
pour nous, ça ne nous fait pas plaisir parce que, bon, mais on n'avait pas forcément les éléments. Alors, nous, on se base bêtement sur ce qu'on a, hein. On va prendre les PrEP, on va regarder, on va penser qu'elles sont plus ou moins dans l'axe des dents qui étaient d'origine. On va partir sur un recouvrement et un overjet, un overbite à peu près classique, et puis on part là-dessus, quoi. Mais on n'est pas forcément juste, quoi. Ouais. Oui, Donc, une ça, photo, plus on a d'éléments en photo, amont, mieux c'est, quoi. Effectivement. photo, modèle d'étude, Ouais. éléments sur le patient, son nom, son âge, son sexe, Photo, ouais. et des éléments comme ça. Donc, bien entendu, une Oui, empreinte globale. Quand on fait une 14, c'est quand même plus facile pour toi de voir ce que ça donne ouais. aussi au niveau esthétique, je parle, ce que ça donne une 24, une 25. Ça te permet de donner des références. Oui, Une effectivement. photo avec le teintier, bien sûr le bon teintier, hein, on est d'accord, un teintier Vita, quoi, enfin un teintier céramique, quoi, n'allons pas chercher Oui, ça des aussi. teintiers. Bon, après, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Admettons que le praticien il trouve pas du tout. Bon, pourtant, quand on prend même un 3D master, il est large, mais il trouve pas du tout sa référençante. Ça peut arriver parce qu'on a une dent qui a un cœur hyper chaleureux et qu'on va chercher sur un teintier Vivo. Admettons pour de la conjointe, on peut arriver en maquillant à essayer de s'en rapprocher. C'est pas simple. Mais à l'inverse, quand on va parler d'adjointe, ce n'est pas possible. Je veux dire, les dents, elles sont manufacturées, elles sont achetées et elles sont produites par rapport à des teintiers d'adjointe. Si aller chercher une teinte sur un teintier de conjointe, ça va être compliqué. Ok. Ça, c'est pas possible. Mais dans ce sens-là, on peut. Mais effectivement, plutôt privilégier le teintier Vita Classical ou le 3D Master. Et là, on est quand même sur un chromascope. Hein, je veux dire, je Ouais. fais pas l'apologie d'une marque. Hein, je veux dire, ces teintiers-là, ils sont très bons, quoi. Ouais, très Quasiment bien. tout le monde les Bon, on a. Donc, m'avait appris il y a quelques années déjà, quand j'étais à la fac, quand on devait remplir la fiche de laboratoire pour le laboratoire, on m'avait appris en fait à dessiner la dent et en gros à mettre, si tu veux, le tiers incisif, le tiers médian, le tiers radiculaire. Dans chaque tiers, de choisir la teinte qui nous paraissait, donner déjà des référentiels, de dégradés, une teinte dentine, une teinte émail, une translucidité et des colorants. En gros, c'était les éléments. Tu es et d'accord utiliser le avec bon ça? teintier. Hein, parce que quand je parlais de teintier, je parlais du Vita. J'ai encore aujourd'hui des demandes en lumine vacuum. Alors, le teintier Vita Lumine Vacuum, je pense qu'il n'existe plus depuis Non. des Non. dizaines d'années. Je pense Ouais. que si le praticien il est encore équipé d'un Lumine Vacuum, je pense que ce teintier a vieilli. Non, il faut y penser, je veux dire. Un A3, Voilà. si le teintier il a subi l'influence du soleil, c'est comme la carrosserie de la voiture, au bout d'un moment, ben, ça s'altère un peu, quoi. Et je pense que acheter un nouveau teintier, un classical, ça peut être aussi être plus juste, quoi. Des fois, parce que le Lumine Vacuum, il est un peu D'accord. passé, il est collector, je pense. Il faut le garder. D'accord, ouais. Je- Mais justement, ma question, c'était donc, si on te dessine une dent et on te donne les trois éléments Oui, sur les trois tiers, c'est bien. Ça te permet déjà oui, de… bah c'est toujours moi, plus j'ai d'éléments, mieux c'est. Après, la teinte, là, on parle que de la teinte. Oui. L'intégration d'une dent, moi, la teinte, je dis toujours, je me prête à dire que c'est à peu près un tiers du résultat. Parce que pour moi, pour qu'il y ait une intégration, il y a la teinte, OK, 30%, la forme, 30%, et l'état de surface, 30%. Mhm. Ça, c'est aussi important. Alors, c'est moins évident, par contre, là, en empreinte optique. Parce que les modèles, ils sont imprimés sur des imprimantes 3D, on a des stries d'impression et on perd l'état de surface. Alors, quand sur une empreinte plâtre, on voit mieux l'état de surface. Après, il y a des outils de communication. Tu précisais que oui, moi, je prenais les teintes pour les grosses reconstructions esthétiques par le passé. Moi, je travaillais avec un code de communication qui était assez poétique, si je puis dire, pour les patients. Je n'aimais pas utiliser des termes qui sont négatifs pour un patient. Ça, c'est perso. Je n'allais jamais dire vous avez les dents, elles tirent vers le jaune. Les patients, ils prennent des cas de fer, ils vont déjà vous rejeter le travail. Moi, attention, votre dent, elle est chaleureuse, il y a du soleil dans votre dent. J'avais plutôt ce style de communication. Après, pour l'état de surface, j'aimais bien me mettre un parallèle par rapport aux états de surface des fruits. C'est bête, mais je veux dire, une dent qui est très vitreuse, l'état de surface, il est cerise. C'est parlant. Tout le monde sait ce que c'est un état de cerise. Satiné, il est pêche. Si l'émail est très abîmé, il est fraise. Et ça, le visuel, on l'a tout de suite. Et ça, c'est un outil de communication qui paraît, ça paraît anecdotique. C'est presque rigolo, mais ça marche plutôt pas mal.
ça associé à la Écoute, photo, et c'est des éléments vraiment de la réussite pour moi, quoi. Écoute, David, merci beaucoup. Oui, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. On pourra encore rester des heures ensemble. J'avais encore plein de questions à te poser, mais malheureusement, on va être obligé de s'arrêter ce soir, en tout cas pour ce soir, parce qu'on aura l'occasion de rediscuter. J'ai adoré vraiment cet échange. C'était bien là ce qu'on a pu évoquer à la fin, justement, sur, permets-moi d'appeler ça la triade de l'esthétique entre l'atteinte, la morphologie et l'état de surface. Déjà, si on arrive à retenir ça, je crois que c'est bien. Retenir effectivement tout ce que tu as pu nous dire sur la qualité des empreintes, on a évoqué ensemble l'occlusion, c'est très important, les émis arcades, voilà, il faut, encore une fois, je crois que chaque situation, nous on le sait dans notre pratique, chaque situation est différente, mais on a des situations quand même où on ne peut pas pousser une empreinte, une émis arcade sur une canine, parce que finalement, tu vas nous faire le travail, mais nous, on va se mettre en porte-à-faux et ça va être une couronne qui ne va pas fonctionner et donc qui va se fracturer ou qui ne va pas rentrer. Et finalement, c'est du temps qu'on va reprendre au cabinet. Et voilà, le temps, on n'aime pas ça le refaire. Les patients, on n'aime pas ça. Enfin, on connaît l'histoire. Et vous non plus, Personne, hein, évidemment. aujourd'hui, je Donc, pense que les cabinets sont très chargés. Replacer des rendez-vous, c'est compliqué. Donc, c'est on a compliqué. tous envie Ça vient du premier du bon coup. On a direct, tous, que en ça fait, c'est passe tout ça. de suite bien, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, on a une telle technologie qui est là aujourd'hui et qui nous aide. Je veux dire, on a, tu sais, ces fameuses déformations qu'on avait liées, ne serait-ce qu'au transport de l'empreinte ou des choses comme ça, qui aujourd'hui ont totalement disparu grâce au numérique. On a quand même des outils numériques et de précision qui arrivent aujourd'hui dans des états sur lesquels on est 100 fois plus précis que ce qu'on pouvait l'être il y a 20 ans, à l'époque où on n'était pas encore dans la CFAO. Donc, je veux dire, c'est magnifique qu'on puisse avoir tout ça. En tout cas, franchement, tu nous as éclairé. C'est très, très, très sympa de ta part de nous avoir transmis toutes ces informations. Moi, je crois qu'on a beaucoup appris. Et je crois que demain matin, dans nos empreintes, on va revoir un certain nombre de choses au niveau de l'occlusion, au niveau des préparations, détails périphériques, des limites, les préparations désormais et au niveau des réalisations esthétiques, bah voilà, transmettre un maximum d'informations comme tu nous l'as dit. Mais ce webinaire, de toute façon, il sera en replay, donc je pense qu'on aura l'occasion de l'écouter et de te réécouter parce que tes réponses étaient pertinentes. Après, n'hésitez pas, hein, Et, moi, et vous pouvez me voilà. contacter si vous avez des questions particulières ou déjà envoyer des mails avec vos questions. On essaiera d'y répondre au maximum, pas de souci. Merci beaucoup, David. Effectivement, on a toujours des questions. Tu sais, on a toujours des questions à poser au laboratoire. On est vraiment des vrais partenaires. C'est une vraie Je collaboration pense là qu'aujourd'hui, avec. c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, tu disais, les labos, ils sont devenus de haute technologie. Oui, votre pratique au niveau clinique aussi, elle est beaucoup plus exigeante. Et aujourd'hui, c'est plus. J'aime bien parce qu'à l'époque, j'aimais bien comment les anciens qui n'arrêtaient pas de se tirer dessus, les prothésistes, les dentistes. Non, ça, il faut arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans des métiers qui sont symbiotiques pour arriver à un résultat de qualité. Et je pense que ça, il faut l'intégrer. C'est que, effectivement, comme tu le dis, c'est du partenariat et pas une guerre de dentistes contre prothésistes ou de Non. prothésistes contre dentistes. Ça, je pense qu'il faut vraiment. Non, mais c'est vrai, et ça passe par la communication et ce genre de choses. Moi, je revendique ça depuis toujours. Ouais, moi pareil. Moi pareil. C'est pour ça qu'on est très content d'être ensemble. Écoute, en tout cas, merci encore pour pour ton temps passé ce soir. Avec On plaisir. a dépassé de quelques minutes notre webinaire, donc on va être obligé d'arrêter. Je vous donne, chers amis, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, devant votre ordinateur. Donc là, nous allons parler d'un tout autre sujet. On va parler de la chirurgie guidée, la chirurgie implantaire guidée. J'aurai donc le plaisir d'accueillir le docteur Mansé, qui est donc parodontologiste et implantologiste, qui travaille en région parisienne et qui a une expérience de plusieurs années sur la chirurgie implantaire. Nous pourrons évoquer avec elle donc son expérience, et puis en particulier les avantages que donne la chirurgie implantaire. Et nous aurons Antonella Andrioli du laboratoire Conceram, qui est en fait la responsable de la planification implantaire et qui viendra justement nous donner à nous, praticiens, des informations que parfois on n'a pas pris en considération dans le cadre de la planification implantaire. Donc, elle connaît ça parfaitement et elle est spécialisée là-dedans. Donc, justement, on va pouvoir avoir un échange à trois
sur cette thématique-là. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon retour à votre domicile pour ceux qui étaient au cabinet, et puis pour ceux qui sont chez soi, eh bien écoutez, une bonne soirée, et j'espère en tout cas vous retrouver tous la semaine prochaine donc pour un nouveau webinaire, et bien sûr tout le monde en bonne santé. À très bientôt. Merci encore David, et merci à Cronceram. Au revoir. Au revoir.